pour la première fois, on a eu une légère baisse des surfaces en agriculture biologique en 2023 par rapport à 2022. Si on prend maintenant les chiffres à l'échelle régionale, donc des graphiques réalisés par l'Observatoire de la production biologique en Bretagne par la Fédération régionale de l'agriculture biologique, euh, on peut voir cette fois qu'en termes de nombre de fermes bio, la dynamique est toujours à la hausse. En 2023 par rapport à 2022, on a 62 nouvelles fermes bio, mais on atteint une sorte de plateau et cet accroissement est en fort ralentissement. Euh, si on regarde maintenant à nouveau les évolutions en termes de surface, on a comme à l'échelle nationale une baisse de la surface en 2023 par rapport à 2022 pour la première fois. Euh, et ce sont plus de 2000 hectares qui sont repassés en conventionnel. C'est aussi une très forte accélération de cette baisse avec moins 22%, 22,7% en 2023 par rapport à 2022, des surfaces en conversion. Donc là, c'est la courbe qui est en dessous, en vert turquoise. Euh, donc voilà pour ce qui est de l'évolution à l'échelle, enfin, au regard des surfaces en bio. On peut se demander qu'est-ce qui porte les nouvelles fermes bio et les arrêts de certification. Donc, comme on l'a vu en termes de nombre de fermes, on est toujours à la hausse, mais cette hausse est beaucoup plus faible qu'auparavant. Et donc, c'est porté par 240 nouvelles fermes bio, principalement des nouvelles installations. Ça concerne 55% de ces nouvelles fermes, mais aussi quelques reprises de fermes et conversions, respectivement 24 et 20%. Pour ce qui est des arrêts de certification, on l'a vu, ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant et ils se partagent entre des départs à la retraite, 30%, des déconversions, 30%, et des arrêts anticipés. Voilà. À l'échelle Bretagne, pour ce qui est de la production laitière, qui est majoritaire sur l'ensemble du territoire, on a 27 fermes en bovin lait en arrêt de certification, dont 5 en Ille-et-Vilaine. Donc c'est un chiffre qui est important, mais voilà, qui est aussi relatif, sachant qu'à l'échelle Ille-et-Vilaine, du coup, dans ces 5 arrêts de certification, si on regarde ce ratio de 30% de déconversion, on est autour de une ou deux fermes qui se sont déconverties de l'agriculture biologique. Donc on entend souvent toutes les fermes bio se déconvertissent. En bovin lait, aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais on est quand même sur une dynamique à la baisse. Euh, alors, un chiffre qui est assez parlant aussi, pour ce qui est des départs à la retraite, euh, on a vu que 30% des arrêts de certification sont dus à des départs en retraite. En 2023, on a 1 hectare bio sur 3 qui est transmis en conventionnel, alors qu'en 2022, on était à 1 hectare bio sur 9 et en 2020, 1 hectare bio sur 30. Sur ce sujet-là, je me permets juste de rajouter que il y a effectivement les départs à la retraite, il y a aussi des arrêts anticipés des fois qu'on n'arrive pas à identifier. Et du coup, il y a un réel enjeu pour les terres qui sont déjà en bio, qui ont bénéficié de subventions publiques pour la conversion, pour le maintien pour certaines, à les préserver en bio. C'est vraiment à ce stade, au regard de la conjoncture sur les terres bio, un enjeu de les maintenir en bio et on en fait une priorité aujourd'hui. Euh, voilà, alors comment expliquer cette baisse de la dynamique de l'agriculture biologique? Il y a plusieurs facteurs, je ne serai pas exhaustive, mais les trois principaux sont d'abord une baisse de la consommation des produits de qualité en général, mais l'agriculture biologique est très touchée dans cette dynamique-là, et donc un effet ciseau entre la chute de la demande à un moment où l'offre s'est élargie, notamment parce que en élevage laitier, il y a eu une grande vague de conversion autour de 2016 jusqu'à 2020, qui, avec une production bio qui est arrivée certifiée autour de 2020-2022, au moment où la demande a baissé. Ensuite, une perte de confiance dans le label de l'agriculture biologique.
à cause de la multiplication des labels, notamment la HVE, haute valeur environnementale, les zéro pesticides, C'est qui le patron et beaucoup d'autres labels qui ont fait leur apparition et qui ont pourtant un cahier des charges qui est bien moins strict que l'agriculture biologique. Euh, Quand on regarde les sondages de ce que préfèrent les Français, ils favorisent le local au bio. L'un et l'autre n'étant évidemment pas incompatibles, et il faut privilégier les deux. Euh, le troisième facteur explicatif, c'est le contexte spécifique de l'élevage laitier, avec l'impossibilité en ce moment d'avoir de nouveaux contrats bio avec des laiteries et un bon prix du lait en conventionnel depuis 2022 à peu près, qui rend l'agriculture biologique peu concurrentielle dans ce contexte-là, où l'agriculture biologique va avoir des prix très proches de l'agriculture conventionnelle. Voilà, donc ça c'est le premier, un premier élément de contexte, donc une dynamique de l'agriculture biologique assez faible en ce moment. Le deuxième grand enjeu qu'on a identifié sur le territoire, c'était un enjeu de qualité de l'eau, notamment sur les molécules de nitrates et de pesticides. Alors pour ce qui est des nitrates, là, je vous ai mis un graphique de l'évolution des concentrations sur la station de Mézières sur Couesnon. On a une nette amélioration de cette concentration depuis 1997, mais on peut voir qu'on est quand même très proche du seuil fixé par l'objectif SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc des efforts à poursuivre sur la question des nitrates. Pour ce qui est des pesticides, l'évaluation est beaucoup plus difficile à faire puisqu'on va avoir une multitude de molécules, sachant que de nombreuses molécules sont invisibles pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve la bonne sonde et même qu'on identifie cette molécule parce qu'on n'avait même pas connaissance de sa présence auparavant. C'est le cas de nombreux métabolites de pesticides, par exemple. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut dire par ce graphique sur les concentrations cumulées de pesticides, c'est que aujourd'hui, et même depuis le début des années 2000, on a une concentration cumulée qui est au-delà de la limite eau potable. Et donc ça va entraîner derrière un coût de traitement des eaux qui est très important, sans compter en amont toutes les conséquences sur le milieu aquatique. Aujourd'hui, on est certain de l'origine quasi exclusive de la plupart de ces molécules. Alors, j'ai pris deux exemples sur deux molécules qui sont retrouvées quasi systématiquement dans les relevés de la station de Mézières-sur-Couesnon. On a l'AMPA, qui est un métabolite du glyphosate, et le S-métolachlore, qui est un métabolite provenant d'un herbicide de prélevé du maïs. Voilà, je ne vais pas entrer en détail sur les autres molécules, mais en tout cas, on est certain aujourd'hui de cette origine-là. Alors, pour vulgariser le propos et rendre audible tous ces enjeux sur la qualité de l'eau, quand on a commencé notre action de mobilisation des agriculteurs et agricultrices conventionnels, on a travaillé avec une facilitatrice graphique et avec donc, nos partenaires de bassin versant. J'expliquerai un peu plus après hein, la façon dont on a travaillé sur cette action avec nos partenaires. Mais en tout cas, voilà, on a référencé nos différents enjeux par ce support qu'on a ensuite transmis aux agriculteurs et agricultrices. Et en résumé, voilà, on montre que l'agriculture est un des premiers secteurs à avoir un impact sur la qualité de l'eau. On travaille également avec d'autres secteurs, notamment les industriels. Quand je dis on, là, c'est plutôt les bassins versants. Euh, on a quand même les agriculteurs ont un rôle à jouer qui est important, notamment sur les questions de pesticides et nitrates. Et tout ce qu'on ne fait pas en amont de la production agricole, on doit le faire en aval, c'est-à-dire sur le traitement des eaux
qui est très coûteux. Et là, on donne l'exemple de la station de Mézières-sur-Couesnon, qui a des frais de 130 000 euros par an, rien que en charbon pour filtrer les pesticides. Voilà pour les quelques éléments de contexte. On peut faire une première salve de questions à ce stade, sachant qu'en deuxième partie, je vais présenter les différentes étapes de notre action de mobilisation. Mais en tout cas, j'ai bien entendu les attentes de nombreuses personnes pendant le premier tour sur comment mobiliser des agriculteurs et agricultrices sur les questions agroécologiques. Et nous, ça a été aussi notre point de départ. Comme je l'ai dit, avec le bassin versant, on avait des enjeux partagés sur la qualité de l'eau et en parallèle l'impossibilité d'accompagner directement à la conversion de l'agriculture biologique. Et on voyait bien qu'on avait de nombreuses difficultés à aller vers des agriculteurs et agricultrices conventionnels euh, avec les démarches qu'on entreprenait jusqu'ici, que les bassins versants, quand ils organisaient des réunions autour des questions agriculture et qualité de l'eau, euh, il y avait une très faible participation. Euh, et donc, c'est aussi de là qu'on est parti sur cette action. Voilà, et ben, je vous laisse prendre le micro pour poser vos questions. Ouais, il y a une première question de Maxence qui lève la main. N'hésitez pas à utiliser aussi donc l'outil réagir, lever la main si vous voulez poser des questions pour qu'on puisse bien vous identifier. Merci. Moi, j'avais juste une question par rapport à, enfin, peut-être que c'est observé, je ne sais pas dans quelle mesure, sur des agriculteurs bio qui passeraient en conventionnel. Enfin, parce que par exemple, du fait du prix du lait, ils préfèrent s'aligner, revenir sur du conventionnel s'ils ne l'ont jamais été. Et c'est savoir si ils conservent des pratiques agricoles qui sont similaires finalement à ce qui était quand ils étaient certifiés, ou s'ils abandonnent ces pratiques. Je vais avoir du mal à répondre à cette question puisque du coup on a très peu d'exemples pour l'instant de fermes qui se sont déconverties. Et dans notre réseau, les agriculteurs et agricultrices bio qu'on accompagne, pour l'instant on a personne qui s'est déconverti. Donc il me semble qu'à l'échelle ille-et-vilaine, pour l'instant il y a 2 fermes qui se sont déconverties, dont une qui est assez connue, c'est la ferme des Boivans, si je ne dis pas de bêtises, euh, où ils étaient allés sur un système relativement intensif, avec un cheptel important, des robots de traite, une unité de méthanisation, un atelier de transformation de très grande échelle. Et donc là, au vu des investissements qu'ils avaient, déjà, ils ont atteint pas mal de limites. La méthanisation, c'en est une première dans la mesure où il faut avoir une quantité d'effluents très importante et donc garder les animaux plutôt en bâtiment pour récupérer ces effluents. Euh, et dans le même temps, souvent apporter quelques cultures au méthaniseur. Ça, c'est une première limite. La deuxième, c'est la taille du cheptel. Quand le cheptel devient très important, la surface accessible au pâturage par tête, par vache laitière, diminue. Et donc là, c'est difficile d'être réellement sur un système herbagé en ayant un cheptel très important. Voilà, donc en fait, j'ai peu de recul dessus, mais je pense que les exemples de déconversion aujourd'hui, c'est sur des systèmes qui étaient un peu à la limite en termes de fonctionnement herbagé. Euh, Après, d'instinct, une ferme qui a été en bio pendant plusieurs années, qui repasse en conventionnel, à mon avis, il y a beaucoup de pratiques qui se maintiennent. Mais encore une fois, j'ai trop peu d'exemples pour répondre bien à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions sur cette partie contexte, enjeu autour de la bio, de la qualité de l'eau que vous avez envie d'évoquer? Et sinon, on va passer à la partie vraiment mise en place du dispositif. Oui, non, j'avais simplement une demande Ouais. de précision, puisqu'on évoque ce sujet, peut-être vous allez y revenir.
c'est votre lien du coup dans la stratégie avec Terre de Source, parce que l'enjeu de Terre de Source, c'est de travailler en tout cas en Ille-et-Vilaine, sur les bassins versants pour améliorer les pratiques avec cette lisibilité-là aussi sur ces enjeux, puisque au haut du bassin rennais, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, est investi et impliqué dans Terre de Source, en fait. Mm, mm. Je vais y venir juste après. On a travaillé main dans la main avec la collectivité Eau du bassin rennais, pas directement sur la partie terre de source, puisqu'on était vraiment sur la partie amont de la production et on n'a pas du tout regardé la partie aval. Mais ça fait la transition pour vous présenter l'action. Donc d'abord nos partenaires. Donc à AgroBio 35, on a été deux à piloter cette action, Laura Toulet et moi-même. Et moi, j'étais sur la partie terrain, donc rencontre des agriculteurs et agricultrices. Et pour la partie bassin-versant, on a travaillé avec le syndicat bassin-versant du Pouénon, Yo Derrider et Aline Lefant, qui sont animatrices de territoire, et avec la collectivité Eau du bassin rennais, donc Jérémy Lacour, également animateur sur le Haut-Pouénon. Voilà, avec des cofinancements de la collectivité Eau du bassin rennais et de l'Agence de l'eau. Nos objectifs de l'action, ça va faire un lien avec ce qui a été aussi formulé comme attente. Notre premier objectif, ça a été de mieux comprendre le fonctionnement global des fermes, leurs enjeux, leurs besoins et contraintes. Parce que si on a du mal à mobiliser les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on n'active pas les bons facteurs qui vont influencer les évolutions sur la ferme. Ensuite, créer un dialogue entre les agriculteurs et agricultrices et les acteurs du territoire. Et aussi, pour AgroBio 35, se faire identifier comme structure d'accompagnement au-delà des conversions. Connaître la propension des agriculteurs et agricultrices à faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de la dépendance aux intrants. Et enfin, proposer des accompagnements sur les fermes, individuels et collectifs, pour la réduction des intrants et le gain en efficacité économique. Voilà, et je reviens juste sur la diapo d'avant. Ce terme d'efficacité économique a été assez important. J'ai entendu dans les attentes voilà, quels sont les éléments de langage et comment on peut activer des facteurs qui seront importants aussi pour les agriculteurs et agricultrices. Si on arrive seulement avec nos enjeux que sont les impacts environnementaux, la qualité de l'eau par exemple, ça va être difficile de les mobiliser. Et donc, on a essayé pendant l'ensemble de l'action d'allier nos enjeux de territoire avec les enjeux quotidiens des agriculteurs et agricultrices sur leur ferme. Alors, où s'est déroulé ce porte-à-porte? Donc, sur deux sous-territoires du bassin versant du Pouénon. Le premier, c'est celui du Pouénon-Aval, donc 3 communes, Bazouges-la-Pérouse, Noyelles-sous-Bazouges et Marcier-Raoul, comprenant 55 fermes au total. Et le deuxième, sur le Haut-Pouénon. Donc là, ça concernait toutes les fermes ayant une parcelle sur la commune de La Chapelle-Janson, 47 fermes au total. On arrive donc sur un échantillon d'une centaine de fermes. Sur chaque commune, on a sélectionné toutes les fermes sauf celles en agriculture biologique. Et on a choisi ces zones puisqu'il y avait des enjeux prioritaires en termes de qualité de l'eau et relativement peu d'engagement en agriculture durable. Donc là, on a plutôt regardé les pourcentages de fermes engagées en agriculture biologique ou en MAEC, donc les mesures agro-environnementales et climatiques de la PAC. On a aussi choisi d'avoir des territoires de taille réduite pour d'ailleurs proposer des accompagnements collectifs et aussi avoir une vue exhaustive sur des petits territoires, voilà, avec des enjeux très spécifiques. On a engagé une démarche en 4 temps. Le premier, ça a été de prévenir, d'informer les agriculteurs et agricultrices de notre démarche par un courrier qui leur a été envoyé au printemps 2023 et qui annonçait mon arrivée sur les fermes à partir de la fin du printemps. Ensuite, moi, j'ai réalisé pendant 8 mois environ des rendez-vous sur les fermes avec une grille d'entretien assez ouverte. Donc des entretiens de 30 minutes à 1h30 selon la disponibilité des agriculteurs et agricultrices.
Globalement, ça se divisait en 4 blocs. Donc d'abord, identifier la ferme et comprendre le système de production. Connaître ensuite la satisfaction de l'agriculteur ou de l'agricultrice de ce fonctionnement-là. Satisfaction à la fois sur le plan humain, émotionnel et sur le plan économique. Comprendre les évolutions passées à venir vis-à-vis des intrants. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été réalisées dans les années précédentes? Est-ce qu'il y a des évolutions qui ont déjà été envisagées pour réduire les consommations d'intrants? Et enfin, voir quel type d'accompagnement ils et elles ont aujourd'hui et est-ce qu'ils seraient ouverts à avoir un accompagnement d'AgroBio 35 ou d'autres structures avec lesquelles on travaille quand nous, on n'est pas compétents sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour aller dans le sens de la réduction des intrants. Et là, encore une fois, quand on parle de réduction des intrants, on parle aussi de diminution de charges et donc d'efficacité économique. Voilà, on a fait 2 restitutions de l'action sur les 2 sous-territoires, avec une participation très variable entre les deux territoires. Et donc on présentait les résultats quantitatifs, c'est-à-dire voilà, combien de personnes m'ont reçu sur les fermes, combien de personnes se sont engagées dans des suivis derrière, et les résultats qualitatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu observer sur ce territoire, quels sont les enjeux prégnants. Et avec des ateliers sur place, ça nous permettait d'aller plus loin sur quel levier d'action on peut activer à l'échelle du territoire. Voilà, tout ça a donné lieu à différents accompagnements au changement de pratique. Les 2 principaux accompagnements qu'on proposait, c'était les diagnostics OPSI-intrants, j'y reviendrai plus tard, et la participation à un groupe 30 000, donc un groupe éco-phyto, que je présenterai également plus tard. Et parfois d'autres accompagnements plus à la marge, donc accompagnement au désherbage mécanique, à la transmission, même à la conversion, pour les rares fermes qui étaient prêtes à le faire. Mais généralement, c'est qu'il y avait déjà tout un cheminement qui avait été fait dans ce sens, et que là, on arrivait à un moment où c'était prêt à sauter le pas. Voilà, avec, comme je l'ai dit, en élevage laitier, la contrainte que pour l'instant, les contrats en lait bio sont figés. Alors, maintenant, à vous de jouer. On a prévu un petit quiz. Sur les 102 personnes de l'échantillon, d'après vous, combien sommes-nous parvenus à rencontrer? Plutôt moins d'un tiers de l'échantillon, entre un tiers et 2 tiers de l'échantillon, ou plus de 2 tiers de l'échantillon? Et là, Quentin va mettre un... Ah bah, c'est déjà fait. Ouais, je vous invite à répondre au petit questionnaire qui a été lancé. Je vois que ça se remplit bien. Donc, a priori, on va pouvoir le fermer très bientôt. Hop, et je vais partager les résultats. Donc, je te laisse Oui, prendre la parole. donc d'après vous, c'est entre un tiers et 2 tiers. Et ben, tout à fait. C'était, alors, je ne dis pas de bêtises, 164 rencontres. Excusez-moi, là, je ne suis plus sûre de mon chiffre. Oui, voilà, donc 65% des fermes de l'échantillon, puisque entre les deux, il y a une petite perte liée à de nombreuses fermes qui sont parties à la retraite. Donc voilà, on est plutôt sur le résultat tiède, mais très proche des 2 tiers de l'échantillon. Alors, deuxième quiz. Sur les 64 rencontres réalisées, d'après vous, combien d'agriculteurs et d'agricultrices ont accepté d'avoir un accompagnement derrière? Alors, d'après vous, plutôt moins d'un tiers. Et non, là, on est plutôt toujours sur entre un tiers et 2 tiers. Mais le chiffre exact, c'est 38%, donc on n'était pas loin non plus du tiers. Voilà, je vais passer la diapositive d'après. Ici. Donc, les résultats quantitatifs sont affichés maintenant. On avait sur 102 fermes, 98 fermes toujours en activité. On a été aussi assez surpris du rythme d'arrêt d'activité, puisque
J'avais une liste de contacts assez récent qui datait de moins d'un an, et donc quand même 4 fermes sur 102 parties en retraite dans ce laps de temps. Sur les 98 fermes, j'ai réussi à avoir un premier contact avec 89 d'entre elles. Pour les autres, c'était avant tout une difficulté de prise de contact. Donc, ça montre quand même qu'il y a des fermes qui sont très, très isolées. Souvent, c'est que j'avais pas de numéro de téléphone, que les voisins non plus, et qu'elles ne faisaient pas partie des réseaux locaux qui me permettaient d'avoir le contact autrement. Sur les 89 personnes avec qui j'ai réussi à avoir un contact, j'ai rencontré 64 agriculteurs et agricultrices, donc 65% de l'échantillon. Et ceux et celles qui n'ont pas souhaité avoir de rendez-vous, c'était souvent pour des contraintes calendaires, un manque de temps ou pas d'intérêt pour la démarche. Il y a aussi eu pas mal euh, de, de barrières liées au fait que je venais de la part du bassin versant, et que le bassin versant est vu comme un acteur pour plus de normes environnementales, et donc il va à l'encontre de toutes leurs pratiques. Voilà, donc une réaction, je dirais, sur la défensive, même si ça représente une minorité des agriculteurs, mais des personnes qui n'étaient pas ouvertes à avoir un rendez-vous avec moi pour ces raisons-là. Voilà, donc la plupart des fermes rencontrées n'ont pas souhaité avoir de suivi. Souvent, c'était par manque de temps, parce qu'ils se sentaient bien accompagnés par ailleurs, ou bien qu'ils sont déjà impliqués dans d'autres démarches, ou même qu'ils n'avaient pas du tout d'intérêt pour la démarche que nous, on proposait. Et 24 fermes ont accepté d'avoir un suivi, donc principalement des diagnostics opti-intrants, la participation au groupe 30 000, et d'autres accompagnements, notamment accompagnement à la transmission ou désherbage mécanique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, les enquêtes sur le terrain m'ont permis aussi d'obtenir des résultats qualitatifs sur les enjeux agricoles du territoire. Alors, à nouveau, un petit jeu, d'après vous, quels sont les enjeux agricoles du territoire brétilien? Et donc là, Quentin vous a partagé une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir mettre des mots-clés sur ce que vous pensez des enjeux agricoles du territoire. Ouais, j'ai mis le lien sur le chat. A priori, vous pouvez directement inscrire des mots et qui représentent pour vous les enjeux agricoles du territoire. Et on fera une rapide synthèse dans la foulée. Alors, n'hésitez pas à mettre tous les enjeux qui vous passent dans la tête, pas forcément juste un seul. Je vois que ça commence à se remplir. Et oui, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un tiers des personnes qui t'ont rencontré qui ont accepté un accompagnement. Et en fait, c'est même un quart de l'ensemble de l'échantillon, puisque tu as eu 24 fermes sur 98, où il y a eu volonté d'accompagnement, soit individuel, soit collectif. Oui, c'est ça, c'est 38 personnes des fermes rencontrées et un quart des fermes de l'ensemble de l'échantillon. Ouais. Ce qui a été pour nous un résultat très positif. Parce qu'il y avait un objectif particulier au départ. Sachant que c'était tout nouveau pour nous, il n'y avait pas d'objectif vraiment fixé, mais on s'était dit qu'à partir d'une quinzaine de fermes chez qui on peut faire un accompagnement derrière, c'était déjà bien. On est arrivé à 24. Donc là, avec le bassin versant, on a été très, très satisfaits. Agréablement surpris aussi. Après, bon, j'en parlerai plus tard, mais il y a aussi des difficultés de mobilisation, même quand les personnes ont accepté un suivi. Oui. Ok, nous avons actuellement 25 contributions.
Je vais regarder s'il est possible de le partager, sinon on va le commenter en direct. Peut-être si tu partages ton dessus. Ouais, Est-ce que actuellement vous voyez le nuage de mots? Oui. Ok, super, merci Marion. Alors, bon, il y a peut-être un petit billet lié au fait que j'ai donné en premier contexte, en premier élément de contexte, la qualité de l'eau. Donc, c'est intéressant de voir que ça ressort en premier. Voilà, quand moi je m'adresse aux agriculteurs et agricultrices, c'est pas forcément le premier enjeu qui revient, puisque on m'ont plutôt parlé des enjeux sur leur ferme et que la qualité de l'eau ne revenait pas en premier. Après, on a pas mal d'enjeux plutôt humains, notamment sur l'installation de transmission. C'est quelque chose qui revient beaucoup. La qualité de l'eau, ça va être aussi lié à tout ce qui touche au bocage et à l'élevage. Et effectivement, la diminution de l'élevage va avoir une conséquence nette là-dessus, et c'est quelque chose que j'ai pu observer sur le terrain, souvent au profit des cultures. Euh, voilà, et d'autres enjeux plutôt liés à l'environnement, eau, air, biodiversité, stockage de carbone, diversification de ferme. Ok, très Et bien. après, Et il y a ben ouais. quelques enjeux alimentaires, moi que je vois, santé, Mhm. alimentation, Circuit. circuit aussi, Ouais. proximité qu'on peut mettre aussi dedans. Mm. Donc, on voit vraiment le lien effectivement entre qualité de l'eau, enfin, pratique agricole sur la qualité de l'eau et aussi après Mm. sur l'alimentation qui vient dans un second temps. Mm, mm, mm. Intéressant le terme de bossification, va très bien avec la diminution de l'élevage. Et ben, alors, euh, pour les résultats qualitatifs, je vous ai fait une version très résumée. On pourra aller plus dans le détail dans les questions si ça vous intéresse. Mais donc cinq grands enjeux que j'ai pu relever sur le terrain. Le premier, c'est des difficultés propres à la profession agricole, avec un écart qui se creuse avec les autres secteurs. Et ça fait complètement écho aux manifestations de janvier et de fin d'année, avec une en tout cas le ressenti d'une incompréhension par rapport au reste de la société, de leur métier et de leurs difficultés. Ensuite, une évolution des fermes vers une réduction de l'élevage laitier, un agrandissement des fermes et une augmentation du capital. Une conjoncture économique favorable pour tous les systèmes de production, mais ne favorisant pas la réduction des consommations des intrants. Alors ça peut vous paraître contradictoire avec ce que j'ai donné en contexte de base sur la conjoncture de l'agriculture biologique qui était faible, mais voilà, en conventionnel, quasiment toutes les filières sont plutôt euh, sur une dynamique croissante depuis 2 ans. Euh, et, et ont des marges importantes qui leur permettent d'avoir une consommation d'intrants sur lesquels ils sont assez peu regardants en ce moment. Euh, enfin, des freins multiples au changement de pratique vers la réduction des intrants, à la fois techniques, économiques et sociaux, et quand même des motivations multiples au changement de pratique qui encouragent des pratiques innovantes et performantes. Aujourd'hui, il reste quand même beaucoup de freins à lever, et donc dans l'ensemble, euh, les évolutions de pratique se font à un rythme assez lent. Pendant les restitutions collectives, on a travaillé avec Vanessa Drouot, facilitatrice graphique, comme pour la présentation des enjeux de qualité de l'eau. Et donc, pendant des ateliers, ça nous a permis de mettre le doigt sur les freins et leviers majoritaires au changement de pratique vers la réduction des intrants. Donc voilà, ils sont résumés sur ce support. Euh, le premier qui affiche en grand central, c'est le facteur économique, l'argent. Euh, alors j'ai mis des citations qui sont des citations de terrain quand je faisais les enquêtes sur le territoire. Donc je cite pour la question économique, il faudrait qu'ils mettent le prix s'ils veulent un autre type d'agriculture. Euh, on a aussi des freins techniques, donc par exemple le parcellaire.
C'est difficile d'augmenter le pâturage quand on a un parcellaire qui est réduit par rapport à la taille du cheptel, mais aussi tout ce qui va concerner les liens entre les opérations culturales et la météo. Je cite, les phytos, ça marche à coup sûr. Voilà, sous-entendu, le désherbage mécanique sur des années pluvieuses, ça peut être plus compliqué. Euh, on a aussi le temps de travail, la nécessité de produire. Je cite, avant, on pouvait vivre sur 40 hectares. Aujourd'hui, c'est impossible. Euh, et puis, la faible reconnaissance des efforts déjà engagés. Je cite, on a déjà fait beaucoup. Et ce qu'on entendait souvent pendant les enquêtes, mais aussi pendant la discussion collective, c'est on nous en demande toujours plus et on ne reconnaît pas donc, tous les efforts qui ont déjà été engagés. On a aussi fait un travail sur les leviers qui permettent tout de même d'aller vers des pratiques agroécologiques et des réductions de consommation d'intrants. Donc ces leviers, ça va être des leviers techniques pour augmenter la part d'herbe. Par exemple, construire des polyducs, faire des échanges parcellaires, euh, voilà, adapter la gestion de son troupeau. Un des grands leviers, c'est aussi le levier du collectif, se faire accompagner collectivement ou individuellement d'ailleurs, et essayer de nouvelles pratiques culturales qui font leurs preuves, comme le désherbage mécanique, le semis direct, les couverts végétaux et bien d'autres. Voilà, on a une petite citation en bas à gauche qui dit Ils ont du mérite, nos collègues bio, techniquement, faut être solide. Même si il y avait une réticence parfois à aller vers des changements de pratiques, il y avait un très fort respect des personnes qui mettent déjà en place tout un tas de pratiques, et notamment les agriculteurs et agricultrices bio. Et on entendait même parfois il faudrait qu'il y ait plus de soutien à la bio, parce que il y a quand même une reconnaissance de cette pratique-là. Et là, je vois dans le chat Jean-Paul Guidoni qui partage un résultat de l'étude du Shift Project sur l'agriculture. Et on voit bien que effectivement, ça fait écho un petit peu à ce qui est dit. Il y a l'incitation économique qui arrive assez rapidement, la pertinence agronomique. Et là, il y a le biais de la question qui est posée à des agriculteurs qui sont déjà dans des labels. Et du coup, il y a les convictions personnelles, engagements qui sont très fortes, même prépondérantes. Mais là, du coup, on est sur un autre type de public, ce qui peut expliquer aussi que les freins et les leviers identifiés soient un petit peu différents et que ces convictions personnelles et l'engagement personnel arrivent peut-être un peu après, et notamment aussi tout ce qui est du ressort des enjeux environnementaux. Oui, oui, je l'ai partagé juste parce que l'étude vient de sortir. Et Mhm. voilà, je l'ai trouvé. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont biaisées dans leur étude au demeurant par rapport à la vôtre, parce qu'il souligne une majorité d'agriculteurs qui sont prêts à changer leurs pratiques. Et moi, je pense qu'ils savent qu'ils s'adressent au chiffre projet, et donc ils veulent donner aussi une bonne image, et que sur le terrain, c'est moins évident, à mon avis. Et votre étude le montre à voir, en tout cas. Mm, mm, mm. Oui, après là, du coup, j'ai pas précisé, mais le public auquel on s'est adressé, c'est principalement un public d'éleveurs et éleveuses laitières, quelques éleveurs porcins, parfois d'autres productions aussi, mais c'est des profils qui, à mon avis, sont aussi différents de ceux enquêtés par le Shift Project. Euh, voilà, si par exemple, ils sont allés voir autant de maraîchers maraîchères que d'éleveurs, et ben on sait que dans les populations de maraîchers, on a beaucoup plus de non issus du milieu agricole en reconversion qui sont portés par des convictions environnementales. Et donc voilà, on a quand même euh, des, euh, des incitations qui vont être différentes pour les changements de pratique. Mais ça reste intéressant à regarder. Alors, Mathieu, je te propose de prendre la parole maintenant pour que tu nous dises de ton côté comment tu as perçu cette démarche de porte-à-porte et puis les enjeux concrets que tu identifies sur ta ferme. Tu nous as présenté dans les grandes lignes ta ferme en introduction. Il me semble que tout le monde n'était pas arrivé, donc à mon avis, ça ne fera pas de mal que tu nous redécrives un petit coup ta ferme. Ouais. Bon, rebonjour, du coup, Mathieu Gauthier, je suis éleveur, enfin, je m'installe dans un élevage laitier à Bazouges à Pérouse. À Bazouges à Pérouse, sur l'élevage laitier de mes parents, c'est 80 vaches laitières sur
96 hectares, dont 15 hectares de prairies permanentes. Et donc, du coup, voilà. Judith m'a contacté, c'était l'année dernière en démarche porte-à-porte. Et c'était plutôt agréable d'avoir une démarche porte-à-porte parce que ça permet d'avoir un contact direct. Et c'est plus concret et impactant pour nous qu'au téléphone, parce qu'au moins on voit la personne avec qui va nous accompagner tout au long du groupe 30 000. Et elle est intervenue pendant des périodes où on n'avait pas forcément de grosses charges de travail, donc plutôt l'hiver, plutôt qu'au printemps ou pendant l'été. Donc c'est vrai que on est plus prêt à l'écouter et à prendre du temps pour la recevoir à ce moment-là. Quand elle nous a présenté du coup sa démarche, c'était vraiment une démarche efficiente écologiquement, mais aussi économiquement. Et l'aspect économique, c'est très important pour moi et pour, je pense, beaucoup d'éleveurs. Et c'est pour ça aussi que du coup, j'ai répondu, je suis présent avec elle dans le groupe 30 000. Voilà. Au niveau du coup des enjeux que j'ai sur l'exploitation actuellement de mes parents, le premier enjeu, c'est un enjeu économique, parce qu'on cherche tous à avoir une rentabilité économique sur nos structures. On cherche tous à sécuriser un revenu. Donc, pour sécuriser un revenu, on augmente souvent les effectifs de vaches par MO, par UTH. On augmente la surface par MO, par UTH, pour au moins garantir ce revenu. Et du coup, ça crée un surcroît de travail, une surcharge de travail. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps de se poser des questions sur nos modèles, on n'a pas beaucoup de temps de se poser des questions, de se remettre en question, et de participer justement à des groupes d'échange, parce que forcément, nos systèmes deviennent de plus en plus chargés en travail. Donc voilà. Après, en termes d'autres enjeux, du coup, après l'aspect économique, du coup, ça a un impact sur la main-d'œuvre, parce que du coup, on a beaucoup de travail. Et puis, il y a un troisième aspect qui est aussi un enjeu que j'identifie sur l'exploitation, c'est les enjeux techniques. Parce que du coup, au niveau technique, souvent, on essaye de garder les mêmes pratiques que nos parents ou que les élevages d'à côté, parce que ça permet de rassurer, d'avoir une sécurité de rendement pour fourrager nos animaux, une sécurité de revenus. C'est vrai que le changement de pratique, on a peu de recul. Sur certaines pratiques, notamment, on a peu de recul. Et souvent, on laisse les démarches se faire par d'autres éleveurs, où on regarde comment les autres font, mais on attend quelques années avant de pouvoir changer nos pratiques. Et on a besoin d'être rassuré, justement, d'être accompagné, mais surtout de démontrer que ça marche chez d'autres avant de pouvoir changer chez nous. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, il y a aussi un impact, un enjeu qui est la météo. Les brèches météo sont de plus en plus, les créneaux météo sont de plus en plus compliqués pour travailler le sol. Et c'est vrai que du coup, on a des créneaux de plus en plus courts et on est obligé de simplifier le travail. Et on ne cherche pas à optimiser forcément parcelle par parcelle, mais on cherche plus à simplifier vraiment le travail et à aller et du coup à gagner du temps le plus possible. Voilà un peu les enjeux en tout cas que moi je ressens sur les structures agricoles de mes parents. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage. À ce moment-là, est-ce que vous avez des questions, Mathieu, ou pour nous, sur la démarche engagée, sur les enjeux sur la ferme de Mathieu? Oui, j'ai peut-être une question. Je voulais savoir, dans votre témoignage, ressort plutôt donc des enjeux individuels, donc à l'échelle de la ferme. Est-ce que Complètement. Oui, vous m'entendez? oui, oui. Oui. Ouais, Est-ce que, je sais pas, vous voyez également des enjeux
d'un point de vue collectif sur l'échelle de votre territoire en tant qu'agriculteur laitier et le lien justement avec le changement de pratique dans tout ça? Et ben, les premiers enjeux, je pense que souvent les agriculteurs, mais je l'ai un peu dit, c'est souvent nos enjeux personnels qu'on perçoit en premier, avant les enjeux du territoire. Mais sinon, au niveau du territoire, on se rend bien compte que nos itinéraires ont un impact sur l'écologie, sur la qualité de l'eau. On y pense, on essaye de faire au mieux. C'est pour ça aussi que je fais partie du groupe 30 000. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ces enjeux-là, pour nous, sont plutôt arrivent dans un second temps et on essaye de les mettre en adéquation avec nos enjeux économiques. Donc, à partir du moment où des démarches peuvent être efficientes aussi écologiquement et économiquement, souvent ça va de pair. Et ben, on est plutôt regardant et c'est vrai qu'on est plutôt preneur de solutions Super. à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions avant de passer à la Oui, suite? moi, j'avais juste une réflexion à mener, puisque est-ce que vous êtes aujourd'hui en capacité aussi dans la balance, pour ceux veulent se renseigner dans un processus de conversion, de leur dire que on est en train, nous, en tout cas sur Braise Achat, j'ai rencontré un certain nombre d'agriculteurs qui avaient quitté des groupements d'achat qui favorisaient le gré à gré. Et je leur disais que c'était peut-être le bon moment de rejoindre des structures comme Angébio 35 ou d'autres structures sur les territoires, parce que là, on va leur donner une vraie lisibilité d'agenda sur des lots. Et les lots, ils vont être fournis par plusieurs, bien sûr, agriculteurs dans le cadre de ces regroupements de vente, quoi. Et donc, il y a un intérêt aussi à stabiliser économiquement cette approche-là, et que ça va être un vrai enjeu, nous, sur le territoire, puisqu'il y aura toujours du gré à gré avec, par exemple, la restauration de nos collèges. Mais on souhaite à nos interlocuteurs à Manger Bio 35, paradoxalement, c'était contre-intuitif. Certains élus pensaient chez nous qu'il n'y avait pas assez pour fournir en bio. Et, en fait, il y a souvent pas de structuration pour pouvoir construire des filières pertinentes et coordonner des agriculteurs sur le territoire en viande, en charcuterie, en légumes, parce que justement, si on demandait un peu plus de tonnage de manière moins aléatoire sur les légumes, pareil pour la viande avec des carcasses qu'on puisse mettre dans des chaînes de valorisation pour utiliser toutes les capacités en portions, on pourrait constituer et stabiliser des filières, et qu'on est toujours entre deux. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez et si c'est un enjeu peut-être pour l'agriculteur aussi, pour Mathieu, de pouvoir avoir ces lisibilités-là, puisqu'il parlait d'économie. Complètement. C'est vrai que stabiliser, avoir une vision de long terme, c'est très important, en tout cas pour moi, je pense pour beaucoup d'agriculteurs. C'est vrai que pour l'instant, on est complètement dépendant des marchés mondiaux, qui sont plutôt corrects à l'heure actuelle, on va pas se mentir. Mais on ne sait pas comment demain ce sera, et c'est vrai qu'on n'a pas de vision long terme sur nos prix. Et ça peut être des démarches, en tout cas, qui sont intéressantes. Mais souvent, je pense que, en tout cas, moi, le premier, pour être réceptif à ces démarches, il faut qu'elles soient amenées à nous et vraiment proposées à nous. C'est pas forcément. Nous, on est déjà très chargés en termes de travail et on n'a pas forcément le temps d'aller à la recherche de ces filières de valorisation, à la recherche de ces nouvelles pratiques et à la recherche du coup de ces filières de valorisation. Et du coup, on préfère faire des filières pour avoir des filières de valorisation directement avec des grossistes ou des achats, parce que c'est plus simple et ça permet d'avoir une sécurité aussi de volume, évidemment.
Merci. J'ai une question, je crois, de Louis Roselin qui a levé la main. Ouais, moi c'était une petite question plutôt sur la démarche globale en fait. C'était pour savoir si à un moment donné dans la démarche de porte-à-porte, est-ce que vous aviez associé les élus communaux ou les élus d'une certaine manière, vous les avez informés au préalable ou pas? Alors, très bonne question. Donc, sur ce premier porte-à-porte, on les a seulement informés au début. Et quand on a fait une première restitution publique sur le haut prénom, euh, pour une participation variable, et ben, sur le premier, on a eu un participant. Euh, voilà, on avait mobilisé les élus bassin versant, mais qui n'étaient pas reconnus sur le territoire à l'échelle des communes. Euh, et donc, ça ne nous a pas permis d'avoir un relais sur le territoire. Euh, et donc, c'était On vous entend pas très bien. Il y a une. Je sais pas si vous touchez. Mathieu, si tu peux couper ton micro, alors je sais pas, il y a un refus. Merci. Et donc, sur le territoire, on a imaginé un autre format où on s'est beaucoup plus appuyé sur l'élu de la commune centrale, donc de la Chapelle-Janson, qui lui était vraiment reconnu sur le territoire parce qu'il a été très en lien avec les agriculteurs et agricultrices sur des enjeux d'érosion des sols pendant plusieurs années. Et donc, il nous a aidé à mobiliser les agriculteurs pour la restitution et on a eu, je crois, une bonne dizaine de participants. Donc c'est aussi ça qui a permis de faire des ateliers de réflexion et d'identifier un peu des leviers à l'échelle du territoire. Voilà, j'en parlerai après, mais là on a engagé une deuxième action de mobilisation sur un autre territoire avec l'UGVE. Et donc pour ne pas reproduire cette erreur, plutôt que de seulement informer les élus du territoire en début de mobilisation, on les mobilise également dès le début pour avoir des relais. Donc c'est à la fois des élus qui sont identifiés par l'UGVE sur les questions de qualité de l'eau et d'autres relais, notamment les présidents de CUMA, euh, qui ont souvent un- une forte reconnaissance sur le territoire. Ok, merci beaucoup. On passe à la suite. Il y aura une autre intervention de Mathieu, donc il y aura d'autres échanges qui seront possibles. Tout à fait. Alors, on passe du coup aux suites de l'action. Donc, qu'est-ce que ça a donné en termes d'accompagnement, toute cette démarche de porte-à-porte? Donc, comme je disais, on a proposé des diagnostics OPSI-intrants. Donc, c'est des diagnostics qui évaluent les performances globales de la ferme, techniques et économiques, avec un focus sur les consommations d'intrants, où on va essayer de chercher des leviers d'action pour limiter la consommation d'intrants avec à la clé une diminution de charge et donc un gain d'efficacité économique. Euh, on a réalisé 6 diagnostics en 2024. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un écart entre les fermes qui avaient accepté d'avoir des diagnostics et, euh, et les diagnostics réalisés parce que voilà, ça reste des fermes qui ont du mal à prendre du temps pour prendre du recul sur leur ferme parce que on est quand même sur des systèmes qui se sont tellement intensifiés et c'est comme ça partout, hein. C'est pas pour surresponsabiliser, mais en tout cas, c'est très difficile de prendre du temps, même une demi-journée, une journée complète, pour faire un diagnostic et, comme on va le voir après, même pour se former au sein du groupe 30 000. Donc, pendant ces diagnostics, ça nous permettait d'identifier des leviers d'action. Je vous donne quelques exemples, euh, non exhaustifs parce que, évidemment, ça dépend vraiment de la configuration de chaque ferme, mais on peut aller sur de l'amélioration de la gestion de l'herbe, la diversification de l'assolement, l'augmentation de la part des fourrages autoproduits, des essais en désherbage mécanique. Voilà, notre deuxième grand accompagnement, c'est le groupe 30 000. Donc, c'est un groupe au financement éco-phyto. Aujourd'hui, il y a une dizaine de fermes qui font partie de ce groupe, alors plus ou moins engagées. Il y a quelques fermes comme Mathieu qui sont présents à toutes les formations. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile de les avoir. L'objectif qu'on s'est fixé avec les agriculteurs et agricultrices cette année, c'était gagner en autonomie sur sa ferme laitière.
Donc, c'est l'angle qu'on a choisi, l'alimentation. On a fait en tout 5 jours de formation avec différentes thématiques liées à l'alimentation. Donc, pour donner un exemple, on en a eu une sur optimiser sa ration, comprendre le fonctionnement du rumen des vaches et adapter la ration en fonction de ses besoins. Globalement, on a une très forte satisfaction des formations, mais une dynamique qui est assez variable. Voilà, des formations qui ne sont pas toujours remplies. Et donc ça va être un gros enjeu si on veut maintenir ce groupe pour 2025, réussir à maintenir une dynamique de groupe et peut-être aller chercher de nouveaux participants. Vous vous demandez peut-être le lien entre l'alimentation ou travailler sur la ration et les enjeux d'intrants. Alors, pour commencer, l'alimentation achetée à l'extérieur, c'est souvent le premier intrant des fermes. Nous, on compte 5 types d'intrants sur les fermes. Les aliments, les produits vétérinaires, les engrais de synthèse, les produits phytosanitaires et l'énergie. Euh, Quand on regarde les charges opérationnelles des fermes, l'alimentation qui vient de l'extérieur, c'est le premier coût. Donc, voilà, on va essayer de jouer là-dessus à la fois pour des raisons économiques et environnementales, puisque acheter de l'aliment à l'extérieur, ça veut dire des coûts de production et de transport qui sont réalisés en dehors de la ferme, qui peuvent être très importants. Euh, et donc, par exemple, si on prend le sujet de optimiser sa ration, ça veut dire euh, limiter toutes les pertes d'alimentation qui sont liées au fait que la ration ne va pas être bien valorisée par la vache laitière. Et donc, on va limiter aussi tous les intrants utilisés en amont qui ne vont pas participer véritablement à de l'alimentation. On a aussi beaucoup travaillé sur l'autonomie fourragère, déjà par l'augmentation de la part d'herbe et la gestion du pâturage, mais aussi du coup par la diminution de la part de maïs, ce qui implique des coûts de mécanisation en moins, et aussi des achats de concentrés azotés, notamment du soja, souvent qui vient d'Amérique du Sud, en moins. Je le fais dans les grandes lignes, hein, mais on ne peut pas choisir une thématique directement intrant. Il faut prendre un angle qui va intéresser l'agriculteur et l'agricultrice sur le plan technique et économique, et qui va avoir des impacts positifs sur l'environnement derrière. Voilà, est-ce que Mathieu, tu veux nous dire quelques mots sur les accompagnements que tu as eus cette année, notamment ta participation au groupe 30 000, quels intérêts ça a pour toi et puis quelles réflexions ça a engendré sur ta ferme? Du coup, plusieurs. Il y a plusieurs réflexions sur la ferme. Du coup, les intérêts du groupe 30 000, ça permet d'échanger avec les agriculteurs du groupe, échanger avec les formateurs. Et c'est vrai que c'est une opportunité toujours de reprendre du recul sur nos différents systèmes et d'améliorer nos pratiques. Au niveau des formations, on a pu suivre la formation Upselling, comme tu disais. Et la première des choses que j'ai envie de mettre en place sur l'exploitation de mes parents, ça va être l'achat d'un nouveau système d'alimentation pour pouvoir faire des rations mélangées. Les rations mélangées, ça va permettre d'optimiser au mieux la ration que nos vaches ingèrent et permettre de gaspiller moins de fourrage du coup et d'avoir du coup une meilleure efficience alimentaire au niveau de la production laitière. Deuxième chose que je souhaite mettre en place, c'est mettre des prairies sous couvert de méthail. C'est des pratiques toutes bêtes qu'on ne mettait pas en place, qui sont que beaucoup mettent en place maintenant, mais c'est vrai que auparavant, on n'avait jamais fait ça chez nous. C'est-à-dire du coup quand on implante notre prairie, qui doit durer des prairies temporaires, qui doivent durer souvent 4 ans, et on va implanter un métail en même temps et ça permet de limiter le salissement et sûrement du coup de limiter l'utilisation de produits phyto pour limiter le salissement de la prairie.
parce que du coup, on veut qu'elle reste 4 ans. Et ce serait bête de devoir la casser avant. Ça, c'est du coup, c'est les deux principales choses que je veux mettre en place sur la structure. Sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que le but du coup de nos échanges, c'est vraiment de vouloir optimiser au mieux l'élevage et d'avoir vraiment une efficacité alimentaire la meilleure possible. Et tout en essayant d'être le plus autonome possible à partir du moment où économiquement ce soit le plus rentable. Voilà. Super, bah, merci beaucoup pour ce partage. Pour donner un exemple concret, parce que là, donc, tu parlais d'avoir une mélangeuse pour la ration. La formatrice qui est intervenue plusieurs fois auprès du groupe cette année cherche à limiter les pertes alimentaires sur la ferme. On passe souvent sur les fermes de 60% de valorisation de la ration à 90%. Et donc, les 30% en plus de valorisation, c'est 30% de pertes en moins sur les fourrages et donc 30% de l'assolement en moins où on va produire des fourrages pour rien et donc utiliser des intrants, que ce soit l'énergie pour la mécanisation, les engrais ou les phytos, pour produire des fourrages qui derrière ne seront pas valorisés pour la production de lait ou autre production. Voilà, alors j'ai une dernière slide et après on pourra à nouveau passer aux questions. Donc, on a d'autres mobilisations et accompagnements qui sont prévus, et notamment un second porte-à-porte qu'on a initié en novembre dernier avec l'établissement Eau-et-Vilaine. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne d'Eau-et-Vilaine parmi nous. Dans les grandes lignes, cette mobilisation, elle se fait sur la masse d'eau de la Couillère, donc entre Janzé et Bain-de-Bretagne, avec un échantillon d'une 60aine de fermes, et entre novembre 2024 et mars 2025. Voilà, on a changé légèrement la méthodologie avec les apprentissages qu'on a eus sur le premier territoire, notamment voilà, la mobilisation, enfin avoir des relais sur le territoire comme j'ai pu l'évoquer juste avant. Et puis, on est ouvert à d'autres mobilisations sur d'autres territoires selon les besoins qu'on identifie ou les besoins de partenaires intéressés. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez à nouveau des questions? Que ce soit des questions sur la démarche ou pareil, des questions à Mathieu sur son intérêt toujours sur l'accompagnement, la participation au groupe 30 000 et les réflexions que cela induit. Et également des réactions, si vous voulez nous partager votre regard sur cette action et si ça vous donne des idées sur vos territoires. Oui, c'est Agnès là, paysan breton. Ouais, je voulais demander à Mathieu s'il avait une grande part de maïs sur l'exploitation et si il y avait du désherbage mécanique qui était envisagé sur cette partie maïs. Ouais. En maïs, on va dire qu'on est à actuellement 35 hectares de maïs pour 80 hectares retournables. Ça fait un peu moins de la moitié. Et 35 hectares de maïs pour 35 hectares d'herbe, on va dire. Donc au final, c'est moitié-moitié, si on parle en fourrage. Et pour le désherbage mécanique, je ne suis pas encore passé à cette méthode. C'est vrai que, par exemple, l'année dernière, c'était très compliqué. C'était une année pluvieuse. C'était vraiment pas la meilleure des années pour passer à cette méthode. Mais c'est vrai que des années secs, je pense que c'est notamment parce que du coup, le prélevé, il faut que pour utiliser des phytoprélevés, ouais, c'est mieux quand il pleut. Et je pense que si demain on a d'autres années sèches et qu'on le voit, ce sera bien plus intéressant de passer
en désherbage mécanique, sachant qu'il y a des ETA qui le font de plus en plus, notamment une ETA à Bazouges et la CUMA de Saint-Brice. Et ça permet de déléguer, parce que c'est des choses forcément qu'on n'a pas forcément le temps de faire, on n'a pas les moyens d'investir dans le matériel. Et ben, ça coûte pas plus cher que les phytos. À partir du moment où ça a le même résultat, c'est vrai que bah, il n'y a pas de problème. Et l'année prochaine, il est possible qu'on passe à ça, en fonction toujours de la météo, hein, évidemment. Ok, merci pour cet éclairage. Merci Agnès pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, pareil, sur l'ensemble de la démarche, toujours des questions à Mathieu, n'hésitez pas, c'est le moment. Et des initiatives similaires que vous pourriez avoir sur vos territoires, qu'il faudrait porter. Moi, j'ai peut-être une petite question, Luce Tardieu, Rennes Métropole, par rapport aux agriculteurs que vous avez rencontrés, mais qui n'ont pas suivi d'accompagnement. Est-ce qu'il est prévu que vous les ressollicitiez ou c'est vraiment une démarche volontaire et donc ces agriculteurs-là bah, ne seront pas ressollicités par ailleurs? C'est difficile de ressolliciter des personnes qui ont dit un non ferme à l'accompagnement. Cela dit, on garde un lien avec eux. On a créé une sorte de newsletter à destination de toutes les fermes non bio qu'on a accompagnées, que ce soit en désherbage mécanique, avec des actions de porte-à-porte ou d'autres accompagnements. Et donc, ça nous permet de garder le lien, de transmettre des informations, de prévenir des formations qu'on fait. Euh, voilà, donc pour l'instant, c'est le lien qu'on garde avec eux. Moi, à la suite de l'action de porte-à-porte, je les ai tous recontactés pour transmettre un compte-rendu ou pour les inviter à la restitution. Voilà, quand derrière, j'ai pas eu de réponse et qu'il n'y a pas eu de participation à la restitution ni d'envie d'accompagnement, on estime que c'est des personnes qui ne sont pas prêtes au changement de pratique et qu'on ne pourra pas intervenir de façon constructive à ce moment-là. Mais à mon avis, ça reste, voilà, ça reste, on va dire, des graines semées à un certain moment. Il y en aura plein d'autres dans les années à venir. Et un jour, ils seront prêts à des changements de pratique. Ils rencontreront les bonnes personnes à ce moment-là. Mais en tout cas, nous, on sera à ce stade, on n'est pas le bon acteur pour intervenir. Merci Lucie pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions une nouvelle fois? Ah oui, pardon. Vas-y, Louis. Ouais, moi c'était par rapport au diag Obtien intrant. Du coup, si j'ai bien compris, les agris qui ont été accompagnés, ils ont fait un diag Obtien intrant, c'est ça? Ou pas tous? Pas tous. En fait, voilà, je proposais différents accompagnements possibles. À certains, je proposais les diagnostics opti intrants. C'est ce qui a le plus plu, à mon avis, pour des questions de temps. Se former avec un groupe, c'est 4-5 jours de formation dans l'année. Faire un diagnostic opti intrant, normalement, c'est qu'une demi-journée sur la ferme et c'est moi qui me déplace. Je fais l'analyse de mon côté et je reviens pour 1 heure de restitution. Voilà. Après, nous, là, ce sur quoi on va travailler, c'est comment passer d'un diagnostic où on prend du recul sur ses pratiques et voilà, on réfléchit aux nouvelles pratiques de réduction des intrants à un passage à l'action. Comment est-ce qu'on peut accompagner techniquement sur ce passage à l'action, sachant que les accompagnements qu'ont les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui, et ça, on s'en est vraiment rendu compte avec le porte-à-porte, c'est souvent des accompagnements avec une très forte proximité, par exemple des techniciens de coopératives locales et qui vont intervenir à la parcelle sur un itinéraire culturel qu'ils ont choisi, parfois en lien avec l'agriculteur, mais parfois pas du tout. Et donc, il y a une forme de délégation des choix de production aux techniciens de la coopérative. Nous, on propose une démarche qui est quand même différente, qui est de prendre du recul sur sa ferme, faire soi-même les choix et ensuite revisiter son système de production, son système culturel, ses opérations culturelles en fonction de ça.
Donc, il faut que les agriculteurs soient prêts à ce moment-là à euh, devenir aussi plus autonomes sur le plan des décisions. Et c'est pas toujours évident quand il y a une culture de déléguer au maximum jusqu'aux choix culturels. Ok, merci. Et juste pour le diag opti-intrant, du coup, comment il avait été perçu par les agris qui l'avaient fait? Parce que nous, du coup, sur la métropole, on propose IDEA souvent aux agriculteurs. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent que, bah alors IDEA, du coup, je crois qu'il est un peu plus lourd que opti-intrant, mais que des diagnostics, ils en font déjà beaucoup, notamment avec les MAE, etc. Enfin, Mm. il y avait cette redondance des diags, donc je ne sais pas si opti-intrant, il a réussi à convaincre un peu plus que IDEA, par exemple. Ouais. Voilà, c'est difficile d'avoir du recul parce que du coup, il y a eu en tout 6 diagnostics opti-intrants, là où IDEA 4, il doit y en avoir aujourd'hui peut-être des milliers sur l'ensemble de la France. Nous, enfin, on avait bien connaissance de IDEA 4, on l'utilise notamment pour Terre de Source quand on nous propose de réaliser des diagnostics en tant que technicienne. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs diagnostics IDEA 4, et si je compare les deux, euh, le diagnostic opti-intrant va être un diagnostic qui permet beaucoup plus le passage à l'action derrière, puisqu'on va parler directement de pratiques et de résultats technico-économiques. Donc, tout ce qui touche aux aspects sociaux et environnementaux sont implicites, puisque voilà, quand on parle de temps de travail, il y a l'aspect technico-économique, mais il y a aussi l'aspect social, par exemple. En tout cas, on le met moins en avant, puisque on sait aujourd'hui que le principal facteur de changement de pratique, c'est le facteur économique. Et donc, on va plus appuyer sur des leviers qui permettent d'allier les changements techniques et économiques que des leviers environnementaux, même si voilà, augmenter la part d'air, par exemple, ça va avoir bien sûr des conséquences, un impact environnemental. Et il est aussi moins lourd. C'est un diagnostic qui met à peu près 2 heures à faire sur la ferme, là où le IDEA 4, selon les systèmes de production, ça peut être 3-4 heures. Ok, merci beaucoup. Merci Louis pour la question. J'ai une main levée de Jean-Paul Guidoni. Oui, j'imagine que vous les travaillez, mais je pense que sur le territoire, en tout cas de l'Ille-et-Vilaine, faut qu'on réfléchisse. C'est mes collègues Benoît Soyer qui sont en charge de l'agriculture ou Franck Pichot du PAT, mais il se trouve que nous, on donne des aides, on a gardé des aides pour la conversion, hein, notamment en bio. Il y a l'enjeu de la centrale d'achat, parce que c'est vrai que bon, les changements pratiques, c'est un des biais, mais leur montrer et prendre peut-être des modèles aussi d'agriculteurs que vous avez accompagnés, que paradoxalement, c'est pertinent dans un certain nombre d'enjeux et d'un point de vue aussi économique. Je pense que c'est un levier qui, d'autres l'utilisent, mais moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans des journées sur l'emploi avec la Chambre d'agriculture où ils déconseillent l'installation en bio, quoi. Ils disent, Ah mais non, oui. c'est plus viable. Donc, je me suis permis de m'inscrire en faux là-dessus, compte tenu des logiques d'aide à la conversion. On a des aides au département pour la conversion qu'on maintient. Hein, et on a maintenu parce que c'est important, c'est mon collègue Benoît Soyer qui s'en occupe. Et puis, il y a ce nouvel outil sur le territoire, il y a ce que fait Rennes Métropole, mais nous, d'offrir des débouchés et avec un objectif de 50% de bio et local sur nos marchés de restauration. Donc, c'est un objectif ambitieux. Bon, celui de la métropole, la restauration, et ils l'ont atteint et dépassé, mais donc on aura des marchés sur ces enjeux-là. Donc, leur dire que c'est par rapport à ce qu'ils entendent au niveau national, qu'il y a des volontés politiques sur le territoire et des aides, et que ce n'est pas simplement voilà, pour changer des pratiques et à le fourrage, bien sûr. Ça. Donc, je pense que ça vaudra le coup de se rapprocher, en tout cas que j'en parlerai à mes collègues, mais qu'on est déjà en lien avec AgroBio 35. Hein. Moi, il nous accompagne aussi sur les enjeux, votre collègue Pauline Croce, sur les enjeux de restauration. Donc, on est vraiment en lien, mais c'est peut-être ça sera le moment de prendre matière pour construire aussi cet argumentaire et montrer que vous puissiez jouer votre rôle. Je sais bien que ce n'est pas complètement votre rôle, mais quand il y en a d'autres qui ne le font pas ou qui le font moins, avec des pressions syndicales autres,
vous avez votre place aussi et vous êtes un outil pertinent puisque vous allez à la rencontre pour leur montrer aussi ça en leur disant, mais ce que disait Mathieu tout à l'heure, il employait mais l'importance de la viabilité économique et c'est pas un gros mot et montrer que justement on est dans ces enjeux-là et que voilà. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je sais que vous le portez aussi, mais voilà, je pense que enfin, c'est important et je pense que vous êtes des super acteurs et qu'il faut qu'on puisse vous aider à le porter et montrer qu'on a des aides et montrer qu'on a des nouveaux débouchés via Brézachat et qui se rapprochent aussi des structurations comme Manger Bio 35. Je ne sais pas où ils en sont en fonction de leur secteur, mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs en bio qui me disaient ah ben, on a laissé tomber Manger Bio parce que finalement, ça n'arrivait pas à se construire, donc on n'a pas le temps, comme disait Mathieu, et on est sur nos marchés de gré à gré. Mais c'est en train de bouger, donc leur montrer qu'au contraire, c'est pertinent d'y penser, plutôt que de penser qu'on le fait juste pour le bien-être. Hein. Malheureusement, on le fait aussi pour ça. Mais je pense que c'est paradoxalement sur le territoire le bon moment pour le faire, hein, parce que sinon, c'est d'autres qui vont prendre les débouchés qu'on est en train de construire avec la centrale d'achat notamment et les aides. Bon, les aides seront toujours là en tout cas. Voilà. Merci pour cette intervention. Je précise juste que je dirais 90% des activités d'AgroBio 35, c'est valoriser la production biologique et ce qui se fait déjà. On fait beaucoup de fermes ouvertes pour montrer voilà, tous les effets positifs des fermes bio qu'on accompagne déjà. Là, on a eu une approche différente avec ce public, mais dans la newsletter, Mais c'est super, hein, encore une fois, c'est super. Pardon. on continue à partager les fermes ouvertes et autres événements qu'on fait sur les fermes bio pour montrer à voir ce qu'on peut faire sur des systèmes qui sont vraiment passés à 100% à des pratiques agroécologiques. Mais ce serait intéressant d'en rediscuter pour justement construire cet argumentaire à la fois sur les aides et sur les débouchés et comment toucher des agriculteurs non bio avec ces arguments-là. Donc, D'autant que affaire à suivre. vous parlez de vrais achats et de la restauration collective. Hier, il me semble qu'il y avait la présentation de démarches au sein des collèges qui fonctionnent bien et on voit que quand il y a politique et un suivi des cuisiniers pour aller justement aussi accompagner cette démarche de plus de produits bio et locaux, ça fonctionne. Donc voilà, quand on a ces outils-là et ces dynamiques collectives, on sait qu'on peut le mettre en place et qu'il y a l'approvisionnement bio local qui existe pour justement fournir les collèges, la restauration collective dans son ensemble, mais aussi d'autres événements. Là, je voyais que les transmusicales, c'était justement Manger Bio qui avait fourni les produits bio et pour la plupart locaux pour l'ensemble de l'alimentation du festival. Donc voilà, il y a des événements aussi très ponctuels, mais avec une grosse demande, où on est capable d'apporter l'approvisionnement nécessaire. Donc voilà, les démarches sont possibles et il y a ce qu'il faut pour répondre à la demande. Et merci au département d'ailleurs de nous soutenir alors que le contexte n'est pas non plus facile pour vous, on le sait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Et sinon, je pense qu'on sera sur la fin de ces échanges. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, réactions, je tiens déjà à tous et tous vous remercier. Remercier également Mathieu pour son intervention, pour sa présence, pour son témoignage, pour avoir répondu aux questions, alors que ce n'est pas forcément un exercice qui est non plus très facile face à ce public. On devrait avoir d'autres cycles de webinaires en 2025. Je n'ai pas encore les sujets parce qu'il y a un enjeu que vous avez peut-être toutes et tous en tête qui sont les élections municipales 2026. Donc, on va essayer aussi de préparer ça et de proposer du contenu pertinent sur le sujet, vous alimenter en tant qu'élu, en tant qu'agent aussi de collectivité territoriale pour préparer ces élections. Il y a plein de choses qui peuvent être menées. On a parlé de la restauration collective. On a parlé de l'accompagnement des agriculteurs, il y a les enjeux sur le foncier aussi, la sensibilisation des différents publics. Donc voilà, on va essayer de structurer quelque chose, une cycle de webinaire un peu sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter si voilà, vous voulez faire émerger des actions en faveur de l'agriculture biologique sur vos territoires, sur vos bassins versants, sur vos communes, sur les EPCI également.
Donc, on est présent, on essaiera de répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Je remercie aussi Judith d'avoir présenté sa démarche et en espérant qu'elle puisse se répliquer sur d'autres lieux du département. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end.